Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui démarre cette nouvelle partie de chimie, hein, où cette fois-ci on va se pencher un peu sur les molécules, c'est-à-dire pourquoi elles ont tel nom, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains noms de molécules complètement alambiqués, hein, mais c'est ce que vous allez apprendre là. Et vous allez un peu apprendre des éléments de géométrie des molécules. Alors rien d'attention, quand je dis de la géométrie, on ne va pas faire de maths, hein, c'est pas, mais bref, vous allez apprendre énormément de choses dans ce chapitre qui vont être la base de ce qu'on appelle ensuite la chimie organique, c'est-à-dire comprendre comment on peut extraire des substances, en fabriquer. Enfin, vraiment, c'est une partie extrêmement riche qui nous attend pour la suite. Mais il va d'abord falloir commencer par quelques rappels. Alors, tout d'abord, rappelez-vous, alors là c'est une représentation un peu fantaisiste, hein, mais globalement, je voulais surtout vous rappeler de ça. Un atome, c'est un noyau, un cœur, hein, qui est composé de particules. Ces particules, on les appelle les nucléons. Quand on s'est penché dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de nucléons, hein, les neutrons et les protons. La différence étant que les protons ont une charge électrique positive, alors que les neutrons, comme leur nom l'indique, n'en ont pas. Et autour de ce noyau tournent des petites particules, hein, qu'on appelle les électrons, qui eux ont une charge électrique négative. D'accord? Très bien. Alors, normalement, l'année dernière, on vous a expliqué cette histoire de couches électroniques. D'accord? Donc, eh bien, ces couches électroniques, hein, le principe est très simple, hein. Les électrons, en fait, orbitent autour. Pour faire simple, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, mais les électrons orbitent autour du noyau à des distances différentes. Voilà, pour faire simple. Il y a une première couche, hein, au plus près du noyau, qu'on appelle la couche 1, et ensuite vous avez une couche un peu plus éloignée, la couche 2, puis la couche 3. Et on s'est rendu compte en fait que la couche 1 n'était composée que d'une seule sous-couche, alors que quand on se penche sur la couche 2, 3, on se rend compte qu'il y a des orbites un peu plus rapprochées, hein, voilà, qui se côtoient. Donc on a décidé d'appeler la première sous-couche d'une couche la couche S, la deuxième sous-couche d'une couche, eh bien, la sous-couche P, puis la lettre D, F, bon après, etc., hein. Donc voilà, ce qui fait que globalement, vous avez une couche 1S, puis 2S, 2P, puis 3S, 3P et 3D, d'accord? Voilà, etc., etc. Et toutes ces configurations électroniques, là, vous avez un ordre de remplissage, hein, des sous-couches, hein, qui va, grosso modo, du plus proche du noyau vers le plus éloigné. On s'est ensuite rendu compte que ces sous-couches n'étaient pas toutes capables d'abriter le même nombre d'électrons, c'est-à-dire que la sous-couche S était capable d'abriter 2 électrons, alors que la sous-couche P était capable au maximum d'en accueillir 6. Voilà, ce qui fait que globalement, quand vous avez un atome, bien, vous regardez combien d'électrons il a et ensuite vous remplissez ces sous-couches. Par exemple, pour l'atome de carbone, hein, je vous donne l'exemple ici, l'atome de carbone a 6 électrons. Eh bien, vous avez donc la couche 1s qui est remplie, 2 électrons, la couche 2s, 2 électrons, elle est remplie, et ensuite il ne reste plus que 2 électrons qui vont se nicher dans la sous-couche 2p. D'accord? Donc vous avez la configuration de l'atome de carbone, c'est 1s2, 2s2, 2p2. D'accord? Eh bien, la dernière couche qui est en cours de remplissage, on appelle ça la couche externe. On parle aussi de couche de valence. Les autres couches, hein, on appelle ça des couches internes. Ce sont des couches pour lesquelles les électrons sont relativement protégés. Il ne va pas se passer grand-chose avec ces électrons, hein. Les réactions chimiques vont plutôt se produire sur cette fameuse couche externe. D'accord? Très bien. Alors, pour les remplir, je vous donne ça, hein, c'est pas forcément très simple, mais en tout cas, on vous la donnera, hein, d'une manière ou d'une autre, soit en fac ou en prépa. Il y a un ordre effectivement précis de remplissage de ces couches, et non, malheureusement, à partir d'un moment, c'est pas juste on remplit la couche 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Non, malheureusement, il se trouve que à partir d'un moment, il y a des sous-couches qui ont tendance un peu à se superposer, donc il y en a certaines qui passent avant l'autre. Donc voilà, vous avez ce truc-là où vous voyez, c'est écrit 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Et en fait, pour la remplir, vous avez ces flèches là qui sont dessinées, c'est-à-dire qu'on remplit d'abord un S, puis on descend en dessous 2S, puis on fait 2P. Ensuite, on suit la flèche, on descend à 3S, on passe à 3B, à 3P. On suit la flèche, on descend à 4S, on remonte à 3D, puis on descend 4P, 5S, etc. Bon, il se trouve que nous, on va pas remplir les atomes qui ont énormément d'électrons. On va en général, très honnêtement, je pense pas qu'on aille au-delà du 3D10 là. Donc en gros, vous devez retenir que c'est 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ok? Et après, franchement, je pense pas qu'on va aller plus loin. Ok?
Donc je vous donne un exemple ici, hein, avec l'atome de chlore qui a 17 électrons, eh bien sa configuration électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, et à partir de là il ne reste plus que 5 électrons, donc on a 3p5. Ok? Bon, on en refera des exercices là-dessus si c'est pas clair. D'ailleurs, le premier exercice, hein, bien c'est celui-là qui m'intéresse, hein, c'est donc remplissez-moi les premières colonnes, c'est-à-dire la configuration électronique de l'atome. D'accord? Donc là, vous m'écrivez par exemple l'hydrogène, je vous fais celui-là, hein, c'est cadeau, 1s1, puisqu'il n'y a qu'un seul électron. Le carbone, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Le chlore, je viens de le faire juste avant, donc en gros, il vous en reste vraiment que 3 à faire. Alors, ensuite, j'aimerais quand même vous expliquer quelque chose là d'ultra important. Peut-être qu'on vous l'a expliqué l'année dernière, mais je préfère vraiment bien prendre le temps de le redire là, hein. Le nombre d'électrons sur la couche de valence, la colonne d'après, c'est donc le nombre d'électrons qu'il y a dans la dernière couche qui n'est pas totalement remplie. D'accord? Il se trouve qu'ensuite, là, je vous demande le nombre d'électrons pour compléter cette couche. Alors, on s'est rendu compte que les atomes obéissaient à deux règles simples. Pour les premiers atomes, hydrogène, voilà, vraiment les tout premiers, on dit qu'ils doivent respecter la règle du duet, c'est-à-dire qu'ils vont juste chercher à remplir leur première sous-couche 1s2, en gros, hein. Donc, ils vont chercher à avoir deux électrons, c'est le cas de l'hydrogène. Les autres, pour l'extrême majorité, après, on arrive sur des cas un peu particuliers dès qu'on avance plus loin dans la classification, hein, mais pour tous ceux que vous allez étudier là, ils vont chercher à respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à remplir leur couche, hein, de sorte à avoir 8 électrons en tout. Par exemple, si je prends l'exemple de la couche 2, là, euh, quand ces couches sont remplies, ça fait 2s2, 2p6. C'est-à-dire que si vous additionnez 6 plus 2, hein, vous avez bien 8 électrons. Beaucoup d'atomes vont chercher à avoir effectivement ces 8 électrons pour remplir leur couche. D'accord? Donc là, j'aimerais que vous me remplaciez, que vous me complétiez effectivement cette dernière colonne là, cette colonne, pour me dire combien il manque d'électrons à ces atomes pour effectivement compléter leur couche. Et enfin, la colonne nombre de liaisons là, eh bien c'est simple, hein, en fait. En fonction du nombre d'électrons qui leur manque pour compléter leur couche, eh bien ces atomes vont essayer de former un certain nombre de liaisons. S'il leur manque 2 électrons, ils vont essayer de former 2 liaisons. S'il leur manque 6, ils vont essayer d'en former 6. Alors, une liaison, qu'est-ce que c'est? Alors, le nom complet, c'est une liaison covalente, hein, on parle aussi de doublet liant, vous allez voir pourquoi. Une liaison covalente, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque deux atomes se mettent d'accord et mettent en commun chacun un électron. D'accord? Chacun va se dire, ok, j'ai besoin d'un électron de plus, toi aussi ça tombe bien. Eh bien écoute, un des miens, au lieu de tourner uniquement autour de moi, il va tourner autour de nous deux. Et l'autre atome dit pareil, ok, l'un des miens, avant il ne tournait qu'autour de moi, mais maintenant il va tourner autour de nous deux. Eh bien il se trouve que ça donne une forte interaction entre ces deux atomes, hein. Pour ça qu'on parle d'une liaison. Vraiment, c'est le genre de liaison qui est extrêmement difficile à casser. D'accord? Et donc on appelle ça une liaison covalente. Ok? Donc, quand vous savez combien d'électrons il manque à chaque atome pour compléter leur couche, eh bien vous avez mécaniquement combien de liaisons ces atomes vont chercher à former. Donc complétez-moi ces quatre colonnes et je vous donne la réponse juste après. Voilà, donc je vous le disais, hein, pour l'hydrogène, vous avez 1s1, donc il y a un électron sur la couche de valence. Il lui en manque un seul d'électron pour remplir cette couche, pour faire un S2. Donc s'il lui en manque un, c'est pour former une seule liaison. Pour le carbone, pareil, hein, 2s2, 2p2, ça veut donc dire qu'il y a 4 électrons sur la couche de valence. Pour arriver à 8, il lui en manque 4. Donc il va chercher à former 4 liaisons. Pour l'azote, 2s2, 2p3, vous avez 5 électrons sur la couche de valence. Il va chercher à en avoir 8, donc il lui en manque 3. Donc il va chercher à former 3 liaisons. Pour ce qui est de l'oxygène, 2s2, 2p4, il en a 6. Donc pour arriver à 8, il lui manque 2 électrons. Donc il va chercher à former 2 liaisons. Et pour le fluor et le chlore, les deux ont 7 électrons sur leur couche de valence. Il ne leur en manque donc qu'un seul. Ils vont donc former qu'une seule liaison avec d'autres atomes. Alors, la dernière colonne vous demande de rédiger ce qu'on appelle la structure de Lewis de l'atome. Eh bien, je vais vous expliquer là ce que c'est, hein. Si on ne vous l'a pas déjà expliqué, je vous l'explique là. Le schéma de Lewis, hein, va vous permettre en fait de représenter une molécule en représentant ces fameux doublets, ces fameuses liaisons. D'accord? Alors pourquoi ces liaisons, on les appelle aussi des doublets? Eh bien, comme je vous l'ai dit, une liaison entre deux atomes, hein, c'est chaque atome qui apporte un électron qu'ils vont mettre en commun. Donc en tout, vous avez bien deux électrons qui sont mis en commun, on appelle ça un doublet. Et on l'appelle liant parce que ça permet de lier ensemble ces deux électrons, ces deux atomes. Il existe aussi des doublets non liants. Alors, je vais revenir au tableau d'avant et vous expliquer ce que c'est un doublet non liant. Je vais prendre l'exemple de l'azote. Regardez, l'azote, il a 5 électrons sur sa couche de valence.
et il a besoin donc de 3 électrons. Pour avoir besoin de ces 3 électrons, il va dire ok, j'aimerais qu'on me prête 3 électrons et moi en contrepartie, je vais en prêter 3 aussi. Ok? Donc ils vont les mettre en commun entre eux. Sur ces 5 électrons là externes, s'ils décident d'en partager 3, ça veut dire qu'il y en a 2 qui eux vont vraiment rester uniquement sur lui. Eh bien ce sont ces 2 électrons qu'on appelle des doublets non liants. Ils vont rester ensemble, ils vont former ce qu'on appelle un doublet eux aussi, mais non liants. Ils ne vont pas intervenir dans une liaison avec un autre atome. On les représente parce que vous verrez plus tard, c'est extrêmement important. En fait, ces doublets non liants ont vraiment une grosse importance, mais vous verrez ça plus tard en chimie organique. Passionnant, mais pas le thème pour l'instant. Pareil pour l'oxygène, vous avez 6 électrons, lui il en cherche à en avoir 2. Donc pour que des copains là, lui enfilent 2, il va devoir en mettre lui-même en commun 2. Donc ça veut dire qu'il va lui en rester 4 autour de lui qui ne vont pas servir à faire des liaisons. 4 électrons, ce sont donc 2 doublets non liants qui vont se former, qui vont uniquement rester autour de cet oxygène. D'accord? Eh bien, la formule de Lewis va donc vous représenter chaque atome avec leur doublet liant et non liant. Donc rappelez-vous, le carbone, si vous regardez le tableau d'avant, je vous ai dit que le carbone doit faire 4 liaisons avec d'autres atomes. Eh bien, vous les retrouvez là, ces doublets, on les représente par des traits. Vous avez donc l'atome de carbone qui est lié à 4 autres atomes, 3 d'hydrogène et 1 de carbone. Ok? Le carbone ensuite là va faire lui aussi 4 liaisons. Si vous comptez bien, il y a 4 doublets liants autour. Et oui, certains atomes sont capables de former ce qu'on appelle une double liaison. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en commun 2 électrons avec le même atome. D'accord? Et l'oxygène, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que l'oxygène formait 2 doublets non liants, eh bien on les représente là aussi. Alors là, ils sont représentés en rouge pour que vous puissiez les distinguer, mais en fait, au quotidien, on les dessine avec la même couleur, d'accord? Mais ces doublets non liants sont représentés uniquement autour de l'atome, d'accord? Et si vous comptez bien, chaque doublet représente 2 électrons qui sont mis en commun. Et bien maintenant, l'hydrogène, il a un doublet liant, donc il a bien ces 2 électrons. Chaque atome d'hydrogène là. Et si vous regardez bien le carbone, il a 4 liaisons autour de lui, c'est-à-dire 8 électrons qui gravitent effectivement autour de lui. On est bel et bien dans cette règle de l'octet. Et pour l'oxygène, si vous comptez bien, 4 électrons qui viennent des doublets non liants et 4 électrons qui sont dans des doublets liants. Il a bel et bien lui aussi 8 électrons qui tournent autour. Ok pour ça? Bien. Alors, je vous représente ici la structure de Lewis de tous ces atomes. L'hydrogène qui n'a qu'un seul électron qui veut bien partager. Le carbone qui va partager 4 électrons pour en récupérer 4 autres. L'azote qui va partager 3 électrons pour récupérer ces 3 électrons manquants là, plus un petit doublet non liant. L'oxygène, on retrouve ces 2 électrons qui vont se lier et ces 2 doublets non liants. Et pour ce qui est du fluor et du chlore, je vous ai dit qu'il leur manquait qu'un seul électron. Donc ils vont partager un de leurs électrons et les 6 autres vont s'agencer en doublets non liants. D'accord? Bon. Si c'est pas très clair, pas de problème puisqu'on le refait en classe. Donc vous allez voir que vous allez très vite comprendre le principe. Pour ce qui est d'un ion, c'est exactement pareil. Vous regardez combien cet ion a d'électrons et vous faites exactement le même travail, d'accord? Bon, alors il se trouve que de temps en temps, certains atomes vont se retrouver avec un manque d'électrons. Dans ce cas-là, on le représente par ce qu'on appelle une lacune électronique. Regardez, pour le plus simple, c'est l'hydrogène. L'hydrogène n'a qu'un seul électron, l'atome d'hydrogène, mais l'ion H+, du coup, n'a plus du tout d'électrons. H+, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Bon, il n'en a plus du tout. Dans ce cas-là, on fait ce petit rectangle là pour dire il lui en manque un. C'est important, on le dessine parce que vous verrez, chimiquement parlant, c'est extrêmement réactif. D'accord? Cet atome d'hydrogène là qui n'a plus qui n'a plus d'électrons est très très réactif. Ok? Bien. Pareil pour l'aluminium, là si on regarde, autour de lui il n'a que 6 électrons, il y a un problème, il y a une lacune, donc dans ce cas-là on fait un petit rectangle pour dire lui il lui manque 2 électrons, vous allez voir il est extrêmement réactif. Bien, ça c'était pour les rappels normalement. Donc partie 1 de ce chapitre, représenter et nommer les molécules, vous allez voir cette partie elle est ouf. Alors tout d'abord la géométrie des molécules. Si vous vous rappelez notre partie sur la physique, là je vous ai dit que des objets qui ont la même charge électrique se repoussent. Ok? Bon, eh bien, il faut voir que ces liaisons chimiques, là, ce ne sont que des électrons. Donc, normalement, ils vont vraiment chercher à se repousser, ces liaisons. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les molécules adoptent une géométrie telle que ces liaisons sont le plus possible éloignées les unes des autres.
Par exemple, si on prend la molécule de méthane, là, CH4, ces quatre liaisons là autour du carbone, eh bien regardez, dans l'espace, elle va s'arranger avec le carbone au centre d'une pyramide, en gros, et les hydrogènes au sommet de chaque coin en fait hein, de cette pyramide. Ok, on dit que la molécule dans ce cas-là est tétraédrique. Ok, pour l'ammoniac, rappelez-vous, l'ammoniac, le NH3, l'azote n'a que trois liaisons hein, et un doublé non liant. C'est pareil, ce doublé non liant va juste prendre la place de l'atome d'hydrogène qu'il y avait là, hein, mais en fait, sinon, là, globalement, la forme de la molécule est la même, sauf qu'il n'y a pas cet hydrogène qui part en haut. On dit qu'au lieu d'être tétraédrique, c'est pyramidal. D'accord? Pour l'eau H2O, de par la présence de ces deux doublets non liants, hein, vous avez juste, voilà, vous le montre ici, hein, sauf que bon, bah, les doublets non liants, on ne les voit pas, nous, hein, on voit que les atomes derrière. On dit que la molécule est plane coudée. Bon. Pour ce qui est du méthanal, la molécule prend cette forme-là, on dit qu'elle est triangulaire. Et pour le dioxyde de carbone, c'est très simple, hein, la molécule est linéaire. D'accord? Bon, ce sont quelques éléments de géométrie que vous avez besoin de connaître. Alors, plus tard, quand vous étudierez la chimie organique, vous avez besoin de savoir à quoi ressemblent les molécules pour savoir comment les réactions vont se faire. Vous allez avoir besoin d'avoir une petite vue dans l'espace. Vous allez avoir besoin en fait de vous imaginer en votre tête ce qui est en train de se passer. Donc pour ça, il faut que vous commenciez à vous imaginer la forme des molécules et qu'est-ce qui pourrait bien se passer si cette molécule croise celle-ci. C'est pas facile comme chapitre, hein, moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec, mais c'est vraiment passionnant. Alors, on a plusieurs façons de représenter une molécule. Je vous présente les quatre principales ici, hein. Alors, tout d'abord, ce qu'on appelle la chimie organique, c'est la chimie de molécules qui viennent du vivant, du naturel, d'accord? Ces molécules sont principalement constituées de carbone et d'hydrogène, d'accord? L'oxygène vient souvent squatter ces molécules, mais de base, c'est du carbone et de l'hydrogène. Tout d'abord, il y a la formule brute, c'est celle que vous connaissez. La formule brute vous donne directement la formule chimique de la molécule. C4H10, vous savez qu'il y a 4 atomes de carbone et 10 d'hydrogène. Ce que vous ne savez pas, par contre, c'est comment ces atomes se sont agencés. À quoi ressemble cette molécule? On le fera en classe aussi, mais pour une formule brute donnée, vous pouvez représenter plein de molécules différentes en fait. Ça, c'est le rôle de la formule développée, de vous montrer en détail c'est quoi cette molécule. Donc là, elle est représentée, vous avez bien les 4 atomes de carbone et les 10 atomes d'hydrogène. Et donc là, on vous dit, eh bien regarde, cet atome de carbone, il est lié à ces 3 atomes d'hydrogène, puis à un atome de carbone, ce deuxième atome de carbone étant relié, etc., etc. Là, vous avez vraiment la structure précise de la molécule. Maintenant, on ne vous cache pas, c'est un peu pénible à rédiger ça à chaque fois. Vous allez vous entraîner, mais il y a un moment, on arrête de l'écrire développé comme ça. On écrit ce qu'on appelle la formule semi-développée. On arrête de représenter les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. C'est lourdingue. Donc on écrit directement CH3 pour ce petit carbone là qui est relié aux 3 atomes d'hydrogène. On fait un trait pour dire que ce CH3 est relié à un CH2. Effectivement, vous avez le petit carbone là relié à 2 hydrogènes, etc., etc. Pour gagner du temps. CH3, CH2, CH2, CH3. Ça nous suffit pour, si on a besoin, redessiner complètement la molécule. Et alors, on a le top du top de la flemmardise, celle que, honnêtement, en chimie, on utilise, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a plein d'infos qui ne servent plus. C'est ce qu'on appelle la formule topologique. Ok, on sait, il y a de l'hydrogène, on ne les écrit plus, on représente directement les liaisons. D'accord? Les carbones, on ne les écrit plus, les hydrogènes non plus. Alors, comment du coup lire ce truc-là? Eh bien, il se trouve qu'à chaque, soit là au bout, soit aux endroits où on change de direction, ça veut dire qu'il y a un carbone. D'accord? Donc là, on retrouve un carbone ici, un là et un là. Il y a bien les 4 atomes de carbone. Ok? Et ensuite, eh bien, on remplit. On sait que les carbones ont toujours 4 liaisons. Donc, eh bien, le carbone du bout, là, s'il est lié qu'à un seul atome de carbone, ça veut dire forcément qu'il est lié à 3 hydrogènes. Donc, ça veut dire que c'est un CH3 ici. Le carbone qui est ici, hein, il a 2 liaisons de chaque côté, donc il lui en manque 2, ça veut dire qu'il a 2 hydrogènes qui lui sont reliés. On va petit à petit comme ça reconstruire les molécules d'origine. Alors, si pour vous, c'est pas évident, c'est normal. Mais alors, honnêtement, très vite, ça va devenir une seconde nature de représenter pour vous les molécules comme ça. D'accord? Et vous verrez quand on va voir les molécules, ou même les représenter, là, avec les boules colorées, je ne sais pas si vous vous rappelez, ben, il faut bien le dire ce qui est, hein, cette molécule a vraiment la forme qu'on dessine là. D'accord? On n'est pas en train d'imaginer un truc complètement fou, hein. Elle a vraiment cette apparence. Ok? Bien. Alors, ensuite, quelques termes techniques, c'est là qu'on rentre dans ce domaine fascinant de ce qu'on appelle la nomenclature, hein, comment on appelle ces molécules. Alors, il y a plusieurs types de molécules. Vous avez ce qu'on appelle
Les chaînes linéaires, ce sont des molécules où les atomes de carbone sont les uns derrière les autres, classiques. Vous avez les chaînes ramifiées, c'est-à-dire que ce sont des chaînes linéaires, ok, des carbones qui sont l'un après les autres, et de temps en temps, à un carbone, vous avez une liaison vers un autre carbone qui sort de cette chaîne principale. On appelle ça des ramifications, d'accord? Et donc voilà, vous avez en plus de cette chaîne linéaire, hein, quelques atomes de carbone qui partent un peu de chaque côté. On peut penser à des branches, hein, c'est totalement ça. Et enfin, vous avez la chaîne cyclique où là, cette fois-ci, ben, les carbones finalement font un tour complet, hein, et en fait, voilà, ça forme un cycle. Ok? Alors, une chaîne, on dit qu'elle est saturée s'il n'y a que des simples liaisons, comme ce qui est représenté en haut, ou insaturée si elle a au moins une double liaison. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, un petit peu plus tôt, je vais revenir en arrière, vous allez voir. Je vous montrais ici des atomes, des molécules, hein, où il y a des atomes qui sont reliés à d'autres par une double liaison. Eh bien, ça, on dit que dans ce cas-là, que ce sont des molécules insaturées. Pourquoi insaturées? Vous verrez que ce sont des molécules qui réagissent très facilement. Ensuite, les groupes caractéristiques, ça va être génial, vous allez adorer. Alors, il se trouve, hein, que vous avez certains groupes d'atomes qui impriment un certain nombre de propriétés aux molécules. D'accord? C'est le cas, par exemple, du groupe alcool, hein, de la famille des alcools. En fait, si une molécule, à un moment, où vous avez un groupement OH, comme je vous le montre ici, hein, CH3, CH2 et un OH là, eh bien, c'est que cette molécule fait partie de la famille des alcools. Elle a ses propriétés bien à elle, juste à cause de ce groupement-là, de cet atome d'oxygène, qui est relié d'un côté à un hydrogène et de l'autre à un carbone. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la famille des alcools. Ok? Vous avez ensuite la famille des aldéhydes. Les aldéhydes, hein, c'est lorsqu'un carbone est relié à un atome d'oxygène par une double liaison. Ce carbone est relié à un oxygène par une double liaison et avec un atome d'hydrogène, d'accord? Donc si votre carbone il est relié à, on s'en fout, autre chose, mais surtout qu'il est relié d'un côté à un atome d'oxygène par une double liaison et à un atome d'hydrogène avec une simple liaison, on dit que c'est un aldéhyde, ok? D'accord. Donc je vous donne l'exemple ici d'un aldéhyde qu'on appelle l'éthanal. Vous verrez plus tard d'où vient son nom exactement. L'acétone, ensuite, là, plus loin, cétone. C'est pareil, c'est un carbone avec une double liaison O, à ceci près que cette fois-ci, ce carbone n'est pas relié à un hydrogène. D'accord? Donc là, vous regardez, hein, si vous regardez bien, le carbone, il a bien sa double liaison avec un atome d'oxygène. Et ensuite, c'est autre chose. Les R, ça représente d'autres choses. Mais forcément, des carbones, ça veut dire que la molécule continue. D'accord? Mais ça n'est pas un hydrogène. D'accord? Donc vous avez un exemple ici avec ce qu'on appelle la propanone. Donc ce carbone est bien relié à un oxygène avec une double liaison. Ensuite, ça continue. Il y a d'autres choses. Ok? Et enfin, vous avez les acides carboxyliques. Alors, les acides carboxyliques, c'est toujours un carbone qui est relié par une double liaison à un atome d'oxygène. Et de l'autre côté, il est aussi relié à un atome d'oxygène, ok, cet atome d'oxygène est relié à un hydrogène, d'accord? Donc, on l'appelle, hein, le groupe COOH, d'accord? COOH, ok? Et ça, c'est la famille des acides carboxyliques, d'accord? Donc vous avez un exemple ici, l'acide propanoïque, hein, c'est-à-dire que vous avez un carbone. Bon, il y a d'autres choses avant, peu importe, on s'en fiche, hein, très honnêtement, de ce qu'il y a avant. Mais surtout, ce carbone, il est relié d'un côté à un atome d'oxygène avec une double liaison, et de l'autre avec un groupement OH, d'accord? On pourrait dire d'une certaine façon que vous avez un groupement cétone d'un côté et alcool de l'autre, mais ce groupement-là, du coup, on l'appelle le groupe acide carboxylique, d'accord? Ça va? Oui? Pareil, on va le faire en classe, ne vous inquiétez pas. Bien, alors, on va donc maintenant repasser en revue toutes ces petites familles et surtout dire d'où viennent leurs noms. Ok? Première famille la plus simple, les alcanes. Ce sont des molécules qui sont uniquement composées de carbone et d'hydrogène. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cétone, il n'y a pas d'aldéhyde, d'accord? C'est juste une succession de carbone et d'hydrogène. Pour leur donner leur nom, eh bien, vous avez toute une série de noms à retenir, hein, en fonction de combien il y a de carbone dans la chaîne principale. C'est-à-dire que vous regardez la molécule, vous comptez combien il y a de carbone au maximum dans la chaîne. Ok? Et à partir de là, vous saurez quel est son nom. S'il n'y a qu'un seul carbone, c'est la famille du meth. Donc, on utilise ce qu'on appelle le préfixe meth. Et comme cette molécule fait partie de la famille des alcanes, on finit par le suffixe -ane. Ok? Donc là, c'est des alcanes, donc ils vont tous finir par -ane. Ok? Le premier n'a qu'un seul carbone, donc il s'appelle le méthane, le méthane. Si vous avez la molécule qui comporte deux carbones,
Dans ce cas-là, c'est le préfixe et, donc la molécule s'appelle l'éthane. L'éthane. Ensuite, s'il y en a 3, c'est le propane. S'il y en a 4, c'est le butane, d'accord? Mais retenez en tout cas ces préfixes parce qu'ils sont communs à toutes les familles de molécules. Un carbone, meth. 2 carbones, et. 3 carbones, prop. 4 atomes, but. Et vous allez forcément devoir les connaître. Alors il se trouve qu'après, pour la suite, c'est un peu plus simple parce que ça reprend des éléments de langue morte, hein. C'est-à-dire que s'il y en a 5, c'est le pente, pentane par exemple. S'il y en a 6, c'est l'hexane. Si c'est 7, c'est l'heptane. Voilà, le 8, c'est l'octane, nonane, hein, décane, bref, etc., etc. On reprend en fait des éléments où on entend le chiffre en soi. Ok? Ensuite, si ces alcanes sont ramifiés, eh bien, on va le préciser dans le nom des molécules. C'est-à-dire que si par exemple, là vous avez, regardez, vous avez votre branche principale. Toujours en premier, repérer quelle est la branche principale, c'est-à-dire quelle est la plus longue branche que vous pouvez trouver dans cette molécule. Là, elle est ici. Vous comptez combien il y a de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, donc c'est un hexane. Ok, donc vous savez déjà que la molécule finira par hexane. Maintenant, vous devez dans le nom préciser qu'il y a 2 ramifications à 2 endroits différents. Vous allez devoir numéroter les atomes, vous allez voir ça juste après. Tout ce que vous devez retenir là pour l'instant, c'est que ces ramifications, dans le nom de la molécule, on dit que ce sont des ramifications du groupe alkyle. Donc c'est-à-dire que si cette ramification-là, ça n'est qu'un seul carbone, on dit que c'est un groupement méthyle. S'il y en avait 2, on dirait que c'est une ramification éthyle. S'il y en avait 3, ça serait propyle. Si c'est 4, c'est butyl, etc., etc. On retrouve les mêmes préfixes qu'avant, d'accord? Ok? Bien. Maintenant, je vous explique précisément comment on donne le nom à ces molécules. Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, vous repérez ce que je vous dis, la plus longue chaîne, d'accord? Ensuite, vous allez numéroter chaque carbone de cette chaîne pour faire en sorte que le carbone sur lequel il y a la première ramification, il est le chiffre le plus petit. C'est-à-dire que là, vous avez le choix, hein, soit vous numérotez dans ce sens-là, soit vous numérotez dans l'autre. Si vous numérotez de gauche vers la droite, la première ramification, elle arriverait ici au numéro 3. 1, 2, 3. Okay, si vous numérotez dans l'autre sens, la première ramification, celle-là, elle arrive au numéro 2. Bon, ben, c'est celui-là qui a le chiffre le plus petit, donc on numérote de droite vers la gauche. D'accord? Et ensuite, eh bien, on écrit 1, la chaîne principale, il y a 6 atomes, c'est un hexane. Ok? Et avant le nom hexane, on écrit où sont les ramifications. On sait qu'il y a 2 ramifications ici, ce sont exactement les mêmes, donc on écrit méthyle juste avant, pour dire qu'il y a des ramifications qui ne comportent qu'un seul carbone. Et on précise juste avant au niveau de quel atome sont ces ramifications. 2, 3. C'est-à-dire que là, il y a 2, au niveau du carbone 2, il y a une ramification avec un seul carbone. Et au niveau de l'atome 3, ici, il y a d'ailleurs une erreur, c'est formidable de le repérer au moment de faire sa vidéo. C'est pas au niveau de l'atome 3, c'est au niveau de l'atome 4. Hein. C'est au niveau de l'atome 4 qu'il y a une autre ramification méthyle. Donc le vrai nom de cette molécule, autant pour moi, c'est le 2,4-méthylhexane. Alors, il y a une règle qui dit que quand vous avez 2 ramifications identiques comme ça, techniquement, on est censé écrire le 2,4 diméthylhexane. Diméthyl, c'est pour dire que sur chacune, sur l'atome 2 et l'atome 4, c'est la même ramification, hein, la ramification méthyle. Bref, bon, on verra ça plus en détail en classe, d'accord? Bon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec ça, hein, parce que c'était quand même pas forcément super simple. Eh bien écoutez, entraînez-vous, je vous donne 6 molécules, là, donnez-moi le nom de ces 6 molécules. Ensuite, la famille des alcools. Alors, les alcools, c'est sensiblement pareil, hein. Vous avez toujours la chaîne principale que vous allez chercher à numéroter, hein. Vous allez chercher à la numéroter en faisant en sorte que le carbone qui possède le groupement OH est le chiffre le plus petit. D'accord? Donc, si on numérote de gauche à droite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, c'est un hexane, lui aussi. Et si vous numérotez de gauche à droite, vous trouvez que ce OH, il est sur l'atome 3. Alors que si vous numérotez en l'autre sens, 1, 2, 3, 4, le groupement alcool est sur le carbone 4. Donc c'est trop grand. On numérote bien de gauche vers la droite. D'accord? Et ensuite, eh bien, c'est simple, hein, vous allez dire, vous allez donner tout d'abord, les alcools ont un nom qui finit par le suffixe ol. D'accord? Donc là, ici, la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un hexane, et vous finirez par ol pour dire que c'est un alcool, votre molécule. Donc là, c'est hexanol, d'accord? Entre le hexane et le ol, ouais, je sais, c'est compliqué à nommer une molécule.
Entre le hexane et le ol, vous allez juste rajouter le chiffre pour dire au niveau de quel carbone il y a ce fameux groupement alcool. Donc là, c'est au niveau du troisième carbone. Donc c'est un hexane 3-ol. D'accord? Donc hexane 3-ol, on sait que la chaîne principale, il y a 6 carbones et qu'au troisième, il y a ce fameux OH. Et ensuite, les petits loulous, il faut y rajouter ce petit groupement qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un atome de carbone qui gît ici, là. Eh bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est au niveau du cinquième atome. Donc, vous êtes obligé de rajouter avant 5 méthyl. D'accord? Donc là, c'est un 5-méthylhexane 3-ol. Formidable, hein? Ok? Alors, je tiens à le repréciser ici, parce que vous vous dites peut-être, mais pourquoi cette fois-ci il a un 5, alors que s'il avait compté dans l'autre sens, il n'aurait qu'un 2-méthyl. Quand c'est priorité toujours au niveau de la numérotation au groupe le plus important. Là, en l'occurrence, c'est un alcool, le plus important, c'est le groupe alcool. D'accord? Donc, en exemple, je vous donne par exemple le propane 1-ol. Propane, ça veut dire qu'il y a 3 atomes de carbone. Ok? 1-ol, ça veut dire que le groupement OH est au niveau du premier carbone. 2-méthylpropane 2-ol. Propane, ça veut dire qu'il y a 3 atomes de carbone. 2-ol, ça veut dire que le groupement OH est au niveau du deuxième atome. Et 2-méthyl, ça veut dire que là aussi, au niveau du deuxième atome de carbone, il y a un groupement méthyl, c'est-à-dire un petit CH3. Ok, on continue. Les aldéhydes, c'est pareil que pour les alcools, d'accord? Alors, sauf qu'on ne va pas préciser de chiffres. Si vous vous rappelez bien, le groupement aldéhyde, hein, c'est un carbone qui est relié à un oxygène par une double liaison et un hydrogène. En fait, ce groupement, il est obligatoirement en bout de chaîne, parce qu'un carbone peut faire 4 liaisons. Il y en a déjà 2 qui sont prises par la double liaison avec l'oxygène, et une qui est prise par l'hydrogène. Il en reste plus qu'une, donc en fait, il est obligé d'être en bout de chaîne. Donc on ne précise jamais. Donc on va dire propanal. Propanal, c'est donc un atome qui comporte 3 atomes de carbone, et au bout, au bout il y a le groupement, le groupement aldéhyde, c'est-à-dire OH. Ok? Donc là, par exemple, sur cette molécule-là, on a 4 atomes de carbone, c'est donc un but. Et comme pour le coup, on n'a pas besoin d'écrire le chiffre, hein, c'est le nom de cette molécule, c'est butanal. Ok? Ici, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, c'est donc le pentanal. Ok? Pour les cétones, cette fois-ci, vous finissez avec le suffixe on, pour dire que c'est une cétone. Cette fois-ci, vous êtes obligé de mettre le chiffre, parce que ce groupon peut être un peu partout, hein. Et voilà, c'est pareil, vous devez numéroter les carbones pour faire en sorte que le nombre soit le plus petit possible. Donc par exemple, pour le pentane de on, eh bien ce pentane, ça veut dire que c'est un groupement, c'est une molécule qui comporte 5 atomes de carbone. De on, ça veut dire qu'au niveau du deuxième carbone, vous avez cette double liaison oxygène. Ok? Pour cette molécule, vous avez 4 atomes de carbone, donc c'est un butane. Ok? Bon, alors il a une fonction cétone, donc ça sera plutôt but-on. Maintenant, pour le chiffre, eh bien, vous numérotez ici le numéro 1, 2, 3, 4. Donc, la fonction cétone est au niveau du deuxième atome. Donc, c'est un butane de on. Et ensuite, bon, vous avez aussi toujours le délire avec les ramifications. Là, pour la dernière molécule, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un pentane de on. Et avant, comme il y a un méthyle, 1, 2, 3, 4, au niveau du quatrième carbone, c'est donc un 4-méthyle. Pentane de on. Ça va? Et ensuite, pour les acides carboxyliques, eh bien là, pour le coup, forcément, c'est en bout de chaîne, donc il n'y a pas de chiffre. On dit juste acide et ensuite, on finit en oïque. D'accord? Et on y précise juste le préfixe qui correspond au nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans la chaîne principale. C'est-à-dire que là, ici, il y a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. D'accord? Donc c'est un but, c'est bien l'acide butanoïque. Voilà, on l'appelle l'acide butanoïque et c'est juste qu'on précisera qu'au niveau du carbone 2, il y a ce méthyle là, donc ça fait 2 méthyl, c'est le 2-méthyl acide butanoïque. Voilà, ainsi s'achève cette très longue partie sur la nomenclature. On va beaucoup travailler là-dessus, puisque maintenant, effectivement, à partir du nom d'une molécule, vous devez être capable de la dessiner, ou vice-versa, à partir d'un dessin, vous devez être capable de le nommer. Ok? Bon, moi je vous dis à la prochaine séance. Arrêtez-vous là, honnêtement, faites pas toute la vidéo d'un coup, parce que je pense que déjà celle-là, elle est bien, bien musclée. Et enfin, pour finir, la spectroscopie infrarouge. Alors, c'est une technique, hein, ils en parlaient beaucoup dans les experts, hein, c'est une technique qui permet d'identifier des molécules vraiment très, très efficacement, d'accord? C'est simple, hein, vous envoyez de la lumière infrarouge sur ces molécules et les molécules, en fonction des mouvements, des liaisons, eh bien, ces molécules vont absorber certaines longueurs d'onde seulement. Et donc, nous, en étudiant
On envoie tout plein de longueurs d'onde différentes et en regardant quelles sont les longueurs d'onde absorbées par la molécule, on peut en déduire quelles sont les liaisons présentes dans cette molécule et donc petit à petit réussir à reconstituer cette molécule. C'est une technique pas facile, hein, en labo, j'en ai fait beaucoup, hein, exploiter des spectres infrarouges, c'est pas super évident, mais c'est très puissant, quoi. Ça vous permet de savoir ce que vous avez dans votre échantillon. D'accord? Donc ça ressemble à ça, hein, typiquement, un spectre infrarouge. Vous avez en abscisse la longueur d'onde ou ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Alors le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Ok? La longueur d'onde, elle est en mètres, plus souvent en nanomètres. Le nombre d'ondes, bien souvent, c'est l'inverse. Il se trouve qu'il est en centimètres moins 1, ou en par centimètre. Et en ordonnée, on a ce qu'on appelle la transmittance, c'est-à-dire quel est le pourcentage du rayonnement qu'on a envoyé qui effectivement a traversé la molécule. D'accord? Si la transmittance elle est de 100%, par exemple, c'est-à-dire que tous les rayons ont traversé. Les molécules l'ont pas du tout absorbé. Par contre, si la transmittance approche 0%, ça veut dire que le rayonnement a été quasiment totalement absorbé par la molécule. Ok? Alors, quand il y a deux parties dans les spectres infrarouges, hein, au-delà de entre 1600 et 400 cm moins 1, vous avez ce qu'on appelle l'empreinte digitale qui est assez complexe à- à exploiter. Donc ça, on s'en occupe pas, hein. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là entre 1600 et 4000 cm moins 1, où là, vous avez des pics qui vont être caractéristiques. Vous allez voir, vous allez avoir des pics qui sont caractéristiques de chaque liaison. Vous allez voir ça juste après. Alors, un spectroscope infrarouge, ça ressemble à ça. Je vous ai mis une photo. On l'a pas dans l'établissement. C'est pas un problème de moyens de Raymond Lévy, hein. C'est le commun à tous les lycées. Ça coûte plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros, un spectroscope infrarouge. Clairement, les lycées vont pas être approvisionnés, vont pas être équipés en un spectroscope infrarouge pour l'usage qu'on en a. Alors, globalement, voilà ce que je vous montre, hein. Vous avez un certain nombre de spectres, hein, ici, hein, et quand vous regardez, vous avez vous avez la bande ici, hein, qui est ici, qui, on le sait, est caractéristique de la double liaison carbone-oxygène. Ok? Alors que cette bande-là, qui est assez large, est caractéristique de la liaison OH. Ok? Vous avez la liste en dessous, là, hein, c'est-à-dire que pour chaque nombre d'ondes, vous allez trouver un pic correspondant à un type de liaison. La largeur de la bande joue aussi, et surtout aussi l'intensité de la bande, d'accord? Vous avez des bandes qui vont être très faibles, qui vont être extrêmement larges, très fines. Voilà, tout ça contribue à identifier les groupements. On va beaucoup travailler la spectroscopie, vous allez voir, vous allez faire une vraie enquête policière, hein. Vous allez voir qu'avec un spectre infrarouge, on identifie sans problème une molécule retrouvée sur le lieu d'un crime, par exemple. Et pour finir, je vais donc vous parler de l'électronégativité, ça c'est plutôt rapide. Alors, il se trouve, hein, que vous avez, chaque atome a une certaine tendance à attirer les électrons à lui. D'accord? Cette électronégativité, hein, elle évolue dans le tableau périodique. En gros, plus vous montez vers la droite, plus l'élément va être électronégatif. D'accord? Ça, c'est par exemple logique pour le fluor, le chlore, le brome. Ce sont des atomes pour qui il ne manque qu'un seul électron, en fait, pour être stable. Donc pour eux, ils vont très fortement attirer les électrons à eux. Il ne leur en manque qu'un pour être totalement stable, d'accord? Alors qu'à l'inverse, vous en avez certains, ils en ont presque un de trop, quoi. On pense à ceux-là, là. Par exemple, le calcium, je vois le calcium, il a deux atomes de trop, il va pas forcément chercher en attirer d'autres. Au contraire, lui, limite, ce qu'il va vouloir, c'est s'en débarrasser. Donc, il va plutôt former un ion, lui. Le calcium va plutôt former l'ion Ca2+, d'accord? Donc ça, l'électronégativité, vous allez voir, hein, c'est important. Vous avez des atomes qui attirent fortement les électrons à eux. Si vous voulez une analogie, ça peut être le côté, vous êtes deux à dormir dans un lit, il y en a un qui attire vachement plus la couette à lui, ok? L'autre se retrouve sans couette alors que le premier il a tout pris, ok? C'est exactement ce qui va se passer là pour ces atomes, hein. Alors, c'est-à-dire que lorsque deux atomes ont formé une liaison, eh bien si un des deux atomes est beaucoup plus électronégatif, bah le mec on va dire qu'il a partagé un de ses électrons, bah enfin c'est un grand mot quoi, parce qu'en fait cette liaison, ben, les deux électrons vont être principalement sur lui, ok? Ce qui fait qu'on l'écrit comme ça, hein, au niveau d'une relation, si jamais on dit qu'elle va être polarisée, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un atome qui va presque garder tout le temps à lui les deux électrons, alors que l'autre, finalement, il va quasiment jamais les voir, quoi. Dans ce cas-là, l'atome qui est très électronégatif, on va écrire un petit delta moins, et l'autre, on va écrire un petit delta plus, pour dire, ouais, bon, il y en a un qui est vachement plus prêteur que l'autre, quoi. Ok? Et donc, dans ce cas-là, quand vous avez des molécules comme ça, quand vous avez des liaisons polarisées comme ça, on dit que la molécule elle-même est polarisée, d'accord?
Et si jamais, alors cette molécule est polarisée uniquement si vous voyez que ces histoires de liaisons polarisées là, si c'est pas symétrique. Parce que des fois vous avez des molécules où en fait les charges, les liaisons sont réparties symétriquement, ce qui fait que globalement, bon ben, ça se compense tout ça. Je reste volontairement vague parce que c'est juste une introduction, on verra ça en détail en classe. Mais vous avez des molécules pour qui c'est flagrant qu'elle est déséquilibrée. Il y a des électrons qui sont vraiment plus d'un côté que de l'autre. Dans ce cas-là, on dit que la molécule est polaire. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va pas plus loin, on va travailler un peu en classe, vous allez voir que ça sera utile pour un peu plus tard, mais pour l'instant, j'en dis pas plus, ok? C'est la fin de cette longue vidéo, je pense que ce qui a été dû à absorber, c'est toute la première partie sur la structure électronique et surtout le nom des molécules. On va beaucoup travailler ça en classe. Donc moi, je vous dis eh bien, à la prochaine séance.